J'ai des personnes qui ont acheté suite à la masterclass alors qu'on a échangé depuis très longtemps, qui en avaient très besoin et qui hésitaient depuis longtemps. C'est une stratégie absolument géniale pour moi, puisque ça me permet une liberté incroyable. Alors, moi, au début, ça me mettait une pression d'enfer. Google aime bien la régularité. Et en même temps, on écrit pour nos lecteurs. C'est toujours la même chose. Si pour tenir la régularité, j'écris de la merde, il vaut mieux sortir un peu moins régulier et écrire du contenu de qualité. Bienvenue sur Le Bout du Tunnel, le podcast où vous apprendrez tout sur les lancements d'entrepreneurs inspirants. Je suis Kevin Pem, j'accompagne les coachs et les formateurs à performer grâce au tunnel de vente. Et dans ce podcast, vous allez découvrir leurs retours d'expérience et leurs challenges du quotidien. Mais vous obtiendrez aussi leurs conseils d'experts sur ce qui marche vraiment. Parce que les interviews d'entrepreneurs qui font des millions, c'est bien, mais connaître la réalité du marché à votre échelle, c'est encore mieux. Bref, je suis là pour vous aider à voir le bout du tunnel. Hello Aline, je suis super content de te retrouver aujourd'hui sur le podcast. Comment ça va ? Bien, super, merci beaucoup. Ravie de discuter avec toi aujourd'hui. Ouais, j'avais hâte de t'interviewer sur le podcast vu que t'as un profil plus atypique que la moyenne de mes clients et on va en parler justement par rapport au contenu que tu crées, surtout les canaux que tu utilises. Mes clients sont plus sur les réseaux sociaux et toi t'as quand même un blog avec 60 000, tu me diras si je suis à côté de la plaque, mais 60 000 visiteurs par mois. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots pour les auditeurs s'il te plaît ? Oui, avec plaisir. Donc moi je m'appelle Aline Garnier et je suis coach sportif. Je me suis spécialisée dans les douleurs chroniques au genou, toutes les douleurs dont les gens n'arrivent pas à se débarrasser, comme un syndrome rotulien, TFL, arthrose, ce genre de choses. Et je les aide à retrouver des genoux en forme. Parfait. J'ai voulu t'interviewer parce que tu as quand même réussi à mettre en place un système qui vend en evergreen. Tu as du coup ce blog avec 60 000 visiteurs par mois. Peut-être que c'est un peu plus aujourd'hui. Ouais, un peu plus aujourd'hui. Je pourrais te donner des chiffres à jour. Ok, ça marche, nickel. Au moment où on a bossé ensemble sur le bootcamp, donc Aline fait partie des membres du premier bootcamp que j'ai lancé sur les masterclass. Tu me disais que tu avais en moyenne 300 nouvelles personnes qui rentraient sur ta liste mail par mois. Tu pourras aussi me donner les chiffres actuels. Donc ça sera un gros focus, je pense, sur le SEO, la liste mail et un peu la vente en evergreen, ainsi que la vente en masterclass live. Je pense que ça serait bien qu'on ait ton retour d'expérience là-dessus. Donc je vais commencer par la première question. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, nous partager un peu ta stratégie que tu as mis en place en evergreen et qui te permet de partir en vacances sans stress, parce que tu m'as quand même dit que tu partais 1 à 2 mois ou plus dans l'année, où tu partais à vélo. Je crois que tu as fait le tour de l'Asie en vélo, donc ça c'est trop cool. Ouais, avec grand plaisir. Donc moi je voulais une stratégie assez simple et je suis allergique aux réseaux sociaux, je m'en sers pas pour moi. Donc j'ai beaucoup de mal à m'y mettre pour mon boulot et j'avais pas vraiment envie de me jeter là-dedans. Et je voulais surtout une manière d'avoir des clients qui ne m'empêchent pas de partir en voyage. Et comme tu disais, il m'arrive de partir 1 mois, 2 mois en itinérance à vélo, en famille, des fois à l'étranger. Donc il fallait que je trouve quelque chose qui fonctionne avec ces contraintes-là. D'où mon orientation vers le SEO et d'où aussi le fait que j'ai une partie de mon business qui repose vraiment sur des ventes en evergreen. Le SEO, en fait, je suis venue un peu par hasard au départ. J'ai voulu documenter ce que j'apprenais sur tout ce qui était douleur au genou, puisqu'il a fallu que je me forme sur cette spécificité des douleurs au genou. Et je me suis dit, tiens, on apprend souvent mieux quand on partage ce qu'on connaît, et c'est comme ça que j'ai créé ce site internet au départ, et c'est comme ça que j'ai rédigé mes premiers articles. Et puis très rapidement, en fait, en me renseignant pour moi sur les douleurs au genou, je trouvais que le contenu était pas génial, c'était ou très scientifique, technique, donc difficilement abordable pour la majorité des personnes, ou alors très vulgarisé avec des choses pas humanisées du tout, où vraiment il y avait un manque, je trouvais, au niveau du contenu. Et c'est là où je me suis dit, tiens, je peux peut-être proposer quelque chose. Et ma stratégie d'acquisition client pourrait être le SEO. Donc ça a commencé comme ça au départ. Et après, c'est assez simple. Donc les personnes arrivent sur le site internet quand ils font une recherche sur Google. Donc le site aujourd'hui, pour mettre les chiffres à jour, c'est 80 000 visiteurs par mois. On est monté à 87 000 le mois dernier. Puis il y a une petite mise à jour de Google. J'ai l'impression qu'on est plusieurs à dire « Ah tiens, ça baisse, ça arrive ». Le SEO, il faut regarder, c'est comme les progrès pour les genoux. Si on prend du recul, ça monte au fur et à mesure. Si on zoome, ça fait un peu, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Donc voilà, c'est des choses qui arrivent.
Ouais, j'aime bien faire un focus sur les ventes pour commencer, parce que je sais que les auditeurs se demandent comment on fait pour transformer ça en vente. Et moi, ce qui m'intéresse en premier lieu déjà, c'est comment tu as réussi à mettre en place ta petite séquence Evergreen qui vend. Est-ce que tu as une petite moyenne à nous donner en termes de nombre de ventes générées en Evergreen sans que tu touches à rien, tu vois? Ouais. Et comment tu as fait? Et comment j'ai fait? Ok. Alors, en moyenne de vente, je vends différents programmes avec différents niveaux. On va dire c'est entre 4 000 et 5 000 euros de CA hors taxe par mois en Evergreen sans que je fasse rien. Rien étant très relatif puisque pour que ça tourne, il a fallu un gros boulot d'abord de mise en œuvre. Et puis, on sait que c'est jamais figé, on améliore, on teste, on fait des choses, donc c'est pas rarement sans rien du tout. Par contre, qui me permet de pouvoir ne rien, entre guillemets, rien faire réellement pendant quelques mois. J'ai vu que je pouvais aller jusqu'à 4-6 mois où je n'y touche presque pas et sur lequel ça ne change rien sur mes ventes. Je ferai ça trop longtemps, je verrai une baisse des ventes puisque je verrai une baisse du SEO si je publie pas d'articles, si je mets pas à jour, si je fais rien dans mes séquences, si j'améliore rien. Et à un moment où je sentirai une baisse, Mais voilà, ça me permet d'avoir quelque chose de très stable. Et ensuite, c'est assez simple, c'est-à-dire que sur le site internet, vraiment, j'essaye de donner un maximum d'informations, de contenu sur des sujets précis par rapport aux douleurs de genoux. On sait qu'en SEO, plus on a ce qu'on appelle des requêtes de longue traîne, je vais pas rentrer trop dans la technique, mais des choses précises, des mots-clés précis, plus c'est facile de se faire connaître au début. Donc moi, je réponds vraiment aux questions des utilisateurs. Et derrière, je mets en avant une liste email. Je propose un lead magnet, donc une vidéo gratuite d'exercice de 15 minutes à faire chez eux et une newsletter. Et puis quand ils rentrent dans cette liste email, bien sûr, j'envoie la vidéo gratuite, mais j'envoie aussi une séquence de bienvenue qui fait, je crois, 5 emails. Et puis à la suite de cette séquence de bienvenue, si les personnes sont engagées dans la séquence, c'est-à-dire s'ils ont cliqué sur certains liens, s'ils ont répondu aux mails, s'ils ont cliqué sur certains éléments, moi ça me donne un indice que les personnes sont très fortement peuvent être très fortement intéressés par ce que je propose ou peuvent en avoir très fortement besoin. S'ils répondent à ces critères-là, alors ils rentrent dans une séquence de vente qui est aussi automatisée, qui a 5 emails. Ils peuvent se désinscrire de la séquence de vente quand ils veulent, puisque l'idée c'est pas de les envahir d'emails non plus. Et à la fin de la séquence, s'ils veulent, ils peuvent acheter le programme. Puis mon programme, il est aussi directement en ligne sur mon site internet, donc les gens peuvent aussi directement aller sur le site, visiter, lire ce qu'ils veulent lire et acheter directement s'ils le souhaitent. Très intéressant. Donc, tu publies un article toutes les semaines, c'est ça à peu près? Non, pas du tout. Plus. Non, je suis pas du tout bonne élève du SEO. Ça veut dire que j'ai publié très régulièrement au début puisque c'était, comme je disais, ma manière d'apprendre. Donc, comme j'apprenais, tout ce que j'apprenais, derrière, j'en rédigeais un article et j'ai commencé, même encore plus précis, j'ai commencé que sur le syndrome rotulien. Donc, sur un sujet hyper précis que j'ai documenté vraiment à fond. Puis à un moment, j'ai dit, c'est bon, le syndrome rotulien, je commence à maîtriser. J'ai des premiers clients dessus, j'ouvre sur d'autres pathologies du genou et puis j'ai ouvert comme ça d'autres articles. Mais j'avais pas une publication régulière, c'est-à-dire qu'au début j'ai beaucoup publié, plusieurs fois par mois. Je n'ai pas souvenir des dates, ça c'est après plus réparti une fois, 2 fois par mois. Là aujourd'hui je publie moins d'une fois par mois, j'ai même très peu publié l'année dernière. Depuis janvier, j'essaye de publier une fois par mois. Mais j'ai vraiment pas un rythme de publication très régulier, ni ce qu'on nous apprend à faire en SEO, pour le coup. Ouais. Par contre, est-ce que tu mets à jour régulièrement tes articles existants? Alors oui, quand j'apprends quelque chose, je me dis tiens, j'avais des articles là-dessus, je vais dessus. Mais de la même manière, je le fais pas forcément régulièrement. C'est-à-dire qu'il y a des périodes où je suis en phase d'apprentissage, si je suis une formation sur une pathologie du genou, je vais beaucoup mettre à jour puisque je suis dans cette phase d'apprentissage. Quand je suis moins dans une phase d'apprentissage, typiquement sur le bootcamp qu'on a fait ensemble sur lancer les masterclass, je faisais moins de choses pour les genoux, donc j'ai presque rien mis à jour pendant 2 mois, 3 mois. Donc là aussi, je suis pas du tout bonne élève. Depuis janvier, j'essaye de faire mieux, c'est-à-dire j'ai des créneaux dans mon emploi du temps pour rédiger tous les mois. Donc je sors presque un article par mois depuis janvier. Et puis j'essaye de mettre à jour un article au moins une fois par mois. Voilà. Mais je suis pas très régulière et je suis pas très bonne élève là-dessus. Ok, imaginons, prenons 2 scénarios. Je n'ai pas de blog, ou alors j'essaie de bidouiller un peu. Et scénario 2, j'ai un blog existant. Si on prend le scénario 1, ce serait quoi tes 2 à 3 meilleurs conseils pour quelqu'un qui bidouille un peu ou qui a commencé mais qui démarre quoi?
Ok. en SEO. Attends, ton scénario 1, c'est qui démarre, et le scénario 2, c'était... Bah, commençons juste par le scénario 1. Je qui était... démarre, je démarre un blog. Je démarre un blog, ouais, ok. Déjà, je conseille pas la stratégie du SEO pour tout le monde, même si c'est une stratégie absolument géniale pour moi, puisque ça me permet une liberté incroyable. J'ai une deuxième activité où j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Pour cette activité-là, je n'ai pas choisi la stratégie du SEO, alors que c'est une stratégie que j'aime beaucoup, et alors que c'est quelque chose que je mets déjà en œuvre, donc que je connais bien. Je l'ai pas mis en place tout simplement parce que c'est une stratégie absolument géniale pour moi, puisque ça me permet une liberté incroyable. J'ai une deuxième activité où j'accompagne les entrepreneurs dans le développement de leur activité. Pour cette activité-là, je n'ai pas choisi la stratégie du SEO, alors que c'est une stratégie que j'aime beaucoup, et alors que c'est quelque chose que je mets déjà en œuvre, donc que je connais bien. Je l'ai pas mis en place tout simplement parce que ça s'adresse aux entrepreneurs sur lesquels il y a déjà énormément de contenu créé, avec du contenu de bonne qualité, avec des gens qui écrivent très bien, et donc je trouve que c'est très difficile de se faire une place là-dedans, par rapport aux douleurs au genou, où en fait, il y avait une vraie opportunité, c'est-à-dire que il y avait pas ce que je trouvais qui manquait. Donc il y avait une opportunité là qu'il n'y a pas de l'autre côté, et puis de l'autre côté, j'ai pas besoin d'autant de clients, donc je peux faire une stratégie qui va me prendre moins de temps, moins d'énergie, qui va avoir des résultats plus rapides que pour le SEO. Donc pour quelqu'un qui débute, je dirais déjà de se poser la question, en fait, est-ce que mon site internet c'est une vitrine, mais je vais la montrer par une autre manière, typiquement les réseaux sociaux, ou par de la prospection directe, ou est-ce que ce site-là, j'ai envie de développer une stratégie de SEO. Et si ta question c'était pour développer une stratégie de SEO, est-ce que c'était ça, Kevin, que tu voulais dire? Oui, c'est ça. Ouais. Imaginons que je détecte un manque sur le marché et que voilà, comme j'ai une niche un peu atypique comme toi, c'est-à-dire les douleurs au genou, et que du coup il y a une opportunité, c'est quoi le truc que tu conseillerais toi Qui peut paraître peut-être bateau, mais je pense qu'il est vraiment le truc. C'est d'écrire pour son lecteur. Donc en fait, mieux on connaît son persona, comme dans tout en com et marketing, mieux on connaît son persona, mieux on choisira le sujet de ses articles, mieux on rédigera ses articles, mieux on fera que notre persona sera satisfait de sa lecture. Et en fait, un lecteur qui est satisfait, c'est un lecteur qui reste longtemps sur le site, c'est un lecteur qui va lire plusieurs articles, et ça envoie des messages à Google que c'est un bon site, et c'est ce qui va faire qu'il va remonter. Et avant, peut-être si ça peut faire peur le SEO au départ, mais de garder en tête que le fond du fond, c'est ça. C'est se demander, mais qu'est-ce que mes lecteurs ils chercheraient sous Google? Après, on a des outils, des choses pour aller le vérifier. Et puis écrire un bon article avec du bon contenu qui plaise vraiment au lecteur avant de penser SEO, parce que c'est ça qui est le plus important. Vraiment. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on parle pas assez de rétention, de taux de rebond, etc. Donc c'est vrai. Donc en gros, faut l'attirer, mais il faut surtout le garder et le faire revenir. Ouais, et puis un article qui est bateau, en fait, la personne il va rien se passer. Si l'article il est bon, la personne elle va s'inscrire plus facilement au lead magnet qu'on propose, et tout de suite il y a une confiance qui se crée aussi pour le contenu qu'on va proposer, parce qu'à un moment les personnes elles vont se reconnaître. Moi souvent les gens ils me disent c'est vraiment écrit pour moi, c'était vraiment je trouvais rien d'autre, là je me suis reconnue dedans, et ça crée un engagement dès le départ, parce qu'au final ce qu'on veut c'est vendre nos programmes. Il faut qu'il y ait cette confiance, il faut que les personnes arrivent dans la liste email, il faut et tout ça passe par vraiment la bonne connaissance de son persona et commencer par bien lui répondre. Ouais. Et du coup, si je suis au début, est-ce que tu me recommandes de bourriner et de publier un article au moins par semaine, ou ça va? Alors moi, on peut être moins régulier. Ouais, je pense. Enfin, moi, j'étais pas régulière. Je me suis pas mis trop de pression, et des fois, se mettre trop de pression aussi, je trouve ça empêche d'oser s'y lancer. Il y a des fois où l'écriture, c'est pas toujours simple. Faut aussi être un minimum inspiré, un minimum savoir sur quoi on veut écrire. Donc, moi, je préfère travailler en me disant, je me réserve du temps dans mon agenda pour travailler ma rédaction, mon SEO. Et par contre, si on se réserve pas du temps pour ça, on le fait pas. Si on le fait pas, il sort rien. Et écrire, c'est dur, donc c'est important de se bloquer des temps, sans se mettre forcément de la pression sur ce que je sors par mois, parce qu'il vaut mieux sortir des fois un peu moins, mais de meilleure qualité, ou avoir des moments où on a plus de sujets, parce que comme je te disais tout à l'heure, quand je fais une formation, j'ai plus d'idées de sujets, et là en sortir plus. Ça, c'est mon fonctionnement. Il y en a d'autres qui ont besoin de se fixer des objectifs, sinon ils savent qu'ils les tiennent pas. Donc ça, c'est très personnel. Ouais. Google aime bien la régularité, et en même temps on écrit pour nos lecteurs, c'est toujours la même chose. Si pour tenir la régularité j'écris de la merde, il vaut mieux sortir un peu moins régulier et écrire du contenu de qualité. C'est bon à voir, c'est top à voir, parce que du coup on peut voir que même si tu n'as pas été forcément
100% régulière et tu vois, on nous dit tout le Mm. temps, voilà, un article par semaine, tant de mots, etc. Mais on voit que même si t'as pas été régulière, t'as quand même bâti un blog qui attire aujourd'hui 80 000 visiteurs par mois. Mm. Et puis, moi, j'ai beaucoup appris en faisant. Ça veut dire que aussi, j'ai sorti des articles. Au début, je connaissais rien au SEO. J'apprenais à faire un site internet en même temps que j'apprenais sur les douleurs au genou, en même temps que j'apprenais la rédaction web. Et on peut pas tout apprendre en même temps. Et donc, mes premiers articles, je les ai repris après. Ce qui fait que mes titres, ils étaient pas toujours corrects. Mes méthodes de description, ils étaient pas toujours correctes. Il y avait plein de choses qui étaient pas toujours optimisées. Et c'est OK, en fait. Parce que de toute façon, le SEO, on sait qu'au début, ça met beaucoup de temps pour voir des résultats. Et mes articles, quelque part, pour Google, je les mettais aussi à jour. Et puis, j'ai appris comme ça au fur et à mesure. Et des fois, quand on veut se lancer dans le SEO, on voit la montagne de choses qu'il faudrait apprendre, savoir, bien maîtriser, etc. Ça paraît énorme. Et quand c'est trop énorme, des fois, on s'y met pas. Ce qui est vraiment dommage. Alors que, je dis, on peut commencer et aussi apprendre au fur et à mesure. Top. Bah maintenant, ok, on a commencé, on a des visiteurs. Qu'est-ce que tu fais sur tes articles? Est-ce que tu mets systématiquement un lead magnet dans chaque article pour qu'il se transforme en contact sur ta liste mail? Ouais, complètement. Donc aujourd'hui, tu disais, c'est à peu près 300 personnes par mois dans la liste email. Aujourd'hui, on est plutôt entre 500 et 600 par mois. Parce que le SEO a augmenté, donc il y a une histoire mathématique, tout simplement. Et 2, parce que j'ai suivi tes conseils, notamment pour mieux faire ressortir mes call to action, donc qui renvoient vers ma vidéo gratuite de 15 minutes, qui est présente dans chaque article, mais qui ne ressortait pas visuellement assez. Donc j'ai juste fait à minima, j'ai juste changé le fond, un fond bleu qui ressort beaucoup sur le site, déjà ça. J'en mets plutôt au début de l'article et puis à la fin, parce qu'on sait que si on fait que à la fin, on perd beaucoup de visiteurs parce qu'ils vont pas forcément au bout de chaque article. On peut pas forcément parce que le contenu est mauvais, mais ça peut être aussi tout simplement parce qu'ils ont eu leur réponse avant, ou finalement ils sont aperçus que c'était pas exactement ce qu'ils cherchaient. Et puis j'ai aussi beaucoup de maillage interne dans le site, donc ils peuvent être amenés sur un autre article avant d'être arrivés au bout de l'article. Donc il y a ça. J'ai une pop-up, j'ai longtemps freiné les cas de fer pour pas mettre de pop-up parce que ça m'agace. Mais c'est vrai que ça marche et on peut régler ce pop-up pour qu'elle soit pas forcément hyper envahissante. Et j'ai aussi un bandeau en haut du site, il me semble. Voilà, ok, donc c'est bien, t'as bien optimisé la conversion des visiteurs en contact sur la liste mail et bravo du coup d'avoir doublé. Du coup, si t'es à 600, c'est top. Ouais, je suis contente. Ouais, du coup, tu seras bien parti pour la prochaine masterclass. Tu auras de nouveaux abonnés. Ouais, carrément, c'est l'objectif. Et puis moi, l'objectif aussi, c'est que les personnes n'aient plus mal au genou. Donc j'enlève régulièrement des personnes de ma liste email. Donc c'est aussi il faut aussi que de l'autre côté, j'en fasse rentrer. Ouais, c'est top. Donc, tu fais des articles de blog, ils se transforment en contact sur la liste mail. Tu nous as déjà partagé un peu les clés de ton système Evergreen. C'est-à-dire qu'ils arrivent sur la séquence de bienvenue. S'ils interagissent avec, ils rentrent dans une séquence de vente. S'ils n'interagissent pas avec, ils passent juste sur la newsletter, c'est ça? Exactement. Et derrière, j'envoie 2 newsletters par mois minimum, des fois un petit peu plus. Là, je suis très réglo sur la fréquence, contrairement aux vidéos de SEO, ou pas toujours. Et il y a une deuxième manière où ils peuvent rentrer dans ma séquence de vente, c'est s'ils ont, alors il me semble, c'est s'ils ont cliqué au moins 2 fois sur ma page de programme, sur ma page de vente, sur mon site internet, dans les 2 derniers mois et qui n'ont pas reçu la séquence de vente depuis au moins 4 mois. Parce que l'idée, c'est que je veux pas qu'ils la reçoivent trop souvent non plus. Ok. Si on parlait un peu de ta séquence de vente, parce que du coup elle vend, donc ça c'est top. Qu'est-ce que tu as mis dedans concrètement? C'est quoi c'est des études de cas, du storytelling? Qu'est-ce qui fait que ça vend? Ouais, alors ça fait un moment que je suis pas allée dessus, j'espère que je vais pas dire de bêtises. Je crois que je pars de ce que me disent les personnes le plus souvent, qui est Aline, j'ai tout essayé, je viens de voir parce que là, tu fais ma dernière chance. Alors moi au début ça me mettait une pression d'enfer. Et donc mon premier email, je pense que c'est autour de ce j'ai tout essayé. Qu'est-ce qu'ils ont essayé, pourquoi ça n'a pas marché et pourquoi moi ce que je vais proposer, ça va être différent et en quoi cette approche est différente. J'ai quelque chose autour de ça. J'ai du storytelling avec le partage d'études de cas de personnes qui ont suivi le programme. La dernière, je pense que c'est assez classique, c'est les questions que les personnes se posent le plus souvent par rapport au programme et lever les dernières objections. Et puis après, c'est
sur les grands éléments, je sais pas si croyance c'est le bon mot, mais les 3 grands points les plus importants pour moi dans le programme et dans lesquels je veux qu'ils prennent conscience et qui est pourquoi souvent ils bloquent pour résoudre leurs problèmes de genoux et ça, comment on va le dépasser par le programme. Donc, en gros, ça va être ça. Okay. De mémoire, mais je me souviens pas dans les détails, sincèrement. Ok, intéressant. Pour donner un peu plus de contexte, du coup, tu as un programme sur les douleurs au genou et tu as plusieurs formules. Nous, quand tu étais dans le bootcamp, on a travaillé du coup 2 formules. Enfin, on a fait le focus sur 2 formules. Tu as une formule un peu plus high ticket à 1800, 1900 euros, c'est ça? Et une à 500 euros. Une formule essentielle, c'est ça? Ouais, maintenant c'est 690 et 1009, je crois. Oui, c'est vrai, parce que t'as rajouté la TVA. Ouais. C'est ça. J'ai augmenté mes prix là, il n'y a pas très longtemps. Tu dirais que, en termes de ratio, quand tu vends en evergreen, c'est quoi? Est-ce que c'est par exemple une vente à 1900 et plus 3 ventes à 500? C'est comment? Ça va beaucoup dépendre des mois. C'est très surprenant. Ça va plutôt être 1 ou 2 ventes à 1009 et le reste sur scène à 690. J'ai aussi maintenant un autre plus petit programme quand les personnes, enfin une autre séquence qui tourne quand les personnes arrivent par un autre endroit où moi j'ai identifié qu'elles ont de l'inflammation de manière très importante, ou souvent c'est presque trop tôt pour le programme que je propose. Donc là c'est une autre mini séquence, c'est exactement le même système qui arrive aussi un peu de temps en temps. C'est moins de chiffre d'affaires, mais c'est une deuxième entrée possible qui n'existait pas avant. Et c'est très aléatoire d'un mois sur l'autre, c'est-à-dire qu'aussi je peux vendre beaucoup, presque tout le mois en une semaine. Des fois, c'est très réparti dans la semaine. Des fois, une formule plus qu'une autre. Des fois, c'est l'inverse. Et comme ça, c'est automatisé. J'ai pas beaucoup d'éléments pour répondre à pourquoi plus l'un ou l'autre. Ouais, c'est vrai. Ok, c'est très clair. Et du coup, on arrive sur un point dont je voulais parler aussi, c'est la masterclass live. Il me semble qu'à un moment, tu me disais que tu pensais que ça allait pas fonctionner pour toi, que tu étais sur une niche un peu atypique et que les webinaires, t'étais pas convaincu que ça fonctionne. Est-ce que tu pourrais m'en dire tu serais ok qu'on en parle? Oui, bien sûr. En fait, j'en faisais déjà avant le bootcamp. Simplement, c'était des webinaires tournés autrement, à ma sauce, un peu pareil, en apprenant sur le tas, où j'apportais beaucoup de contenu et qui n'amenait pas forcément une augmentation des ventes. Donc les gens les aimaient beaucoup puisque ça leur apportait des informations, du contenu pour leur douleur au genou, mais ça se traduisait pas nécessairement par une augmentation des ventes pour moi. Et puis j'ai un public avec beaucoup de personnes âgées, et quand j'ai âgé, j'ai toute une partie de mon public qui a entre 60 et 80 ans. J'ai aussi des personnes qui ont 18, 20 ans ou des gros sportifs. J'ai toutes les tranches d'âge, mais toutes les tranches d'âge, pour moi, ça va jusqu'à bien 80, voire plus de 80 ans. Donc des personnes qui n'ont pas l'habitude de choses en ligne, qui pourtant vont s'inscrire à un programme en ligne, mais qui ne sont pas toujours à l'aise avec ces outils-là, quoi. Qui me faisaient dire est-ce que masterclass ça va leur parler ou pas, est-ce que et en fait si. Ouais, ok, intéressant. Du coup t'as bien participé au bootcamp masterclass. Qu'est-ce que ça a donné pour toi en termes de webinaire? Qu'est-ce que t'as ressenti un peu et qu'est-ce que ton audience t'a dit? Est-ce qu'ils ont apprécié? Ouais. Alors j'ai eu des retours hyper positifs des personnes qui ont participé à la masterclass, et puis moi j'ai un cycle de vente qui est très long, c'est-à-dire que je peux avoir des personnes en contact depuis plusieurs mois, voire années, avant qu'elles se décident à passer sur un programme en ligne pour un problème de santé. C'est pas quelque chose qui est toujours simple pour tout le monde, et j'ai des personnes qui ont acheté suite à la masterclass alors qu'on a échangé depuis très longtemps, qui en avaient très besoin et qui hésitaient depuis longtemps. Donc ça c'est un signe fort pour moi, puisque moi je sais depuis longtemps qu'elles en ont besoin et qu'elles n'osent pas y aller, donc c'est vraiment intéressant en termes de conversion. J'ai eu des retours très positifs de la masterclass, et surtout moi je me suis sentie à l'aise dessus, alors que les masterclass très vendeurs, c'est pas mon truc, ça me fatigue vite. J'y assiste rarement direct, quand je regarde j'avoue en x2. Je reste rarement jusqu'à la fin et je m'inscris pas régulièrement, d'où aussi ma réticence d'y aller pour moi. Et là j'ai trouvé que la trame de masterclass, j'étais à l'aise dessus, que ça apportait de la valeur aux personnes.
sans leur donner trop de contenu, avec le risque quand on donne trop de contenu que les personnes se disent je vais me débrouiller tout seul, alors que nous on sait que ce qu'ils vont se débrouiller tout seul ne suffit pas par rapport à leur problématique de genoux. Et moi j'ai des personnes pour qui la situation peut vraiment s'aggraver, avec lesquelles on va se retrouver avec peu de marge de manœuvre après pour s'en sortir, donc il faut qu'ils arrivent pas trop tard non plus, si possible. Pour eux surtout, parce que c'est beaucoup plus long et galère dans ce qu'ils vont pouvoir mettre en place. Donc j'étais à l'aise sur la trame. Et comme on a tout préparé à l'avance, j'étais à l'aise sur la masterclass. Les personnes étaient contentes de la masterclass, par contre, ils n'étaient pas très contents de ma séquence d'invitation. Donc, je vais retravailler pour la prochaine fois. Ouais, ça, c'est cool que tu aies pu le détecter du coup en mesurant les résultats à la fin. Tu dirais que c'est quoi les éléments du bootcamp que tu as trouvé les plus bénéfiques pour ta stratégie de vente? La trame de la masterclass, clairement, pour moi, qui permet de lever des objections, d'avoir des prises de conscience pour les personnes, tout en apportant la preuve de ce qu'on propose et beaucoup de valeur pour les personnes, mais de la bonne manière. Comme je disais, pas de la manière où derrière, ils vont dire je vais me débrouiller tout seul, et alors qu'on sait que sur ces choses-là, ça va être très difficile pour eux de se débrouiller tout seul. Donc il y avait ça. La question c'était qu'est-ce que je retiens de la masterclass ou du bootcamp, pardon. C'est quoi les éléments que tu as trouvé les plus bénéfiques ou le game changer pour toi et comment tu les as appliqués? Ouais. Et c'est vraiment cette partie-là de la trame de la masterclass, et puis de savoir mieux évaluer ce qui marche et ce qui marche pas, avec des KPI, avec des choses un peu plus carrées. Ça c'est ce qui va le plus m'aider. Après on avait tout préparé à l'avance, mais alors moi qui aime bien tout préparer à l'avance, tout automatiser, c'est quelque chose que je faisais déjà et que je fais souvent dans mes parties business, mais qui est hyper confort aussi quand derrière on doit faire des masterclass et puis en refaire, tout est prêt, on sait comment préparer, ça enlève beaucoup de charge mentale, mais ça je le faisais déjà. Ce qui change le plus, c'est la trame de la masterclass et puis le suivi de mes indicateurs, un peu plus carré que ce que je faisais avant, pour là, par exemple, pouvoir dire, ok, la séquence d'invitation, ça, il va falloir que je la revoie. La séquence de vente, par contre, ça a bien marché, ça, c'est ok. Je trouve ça chouette de pouvoir améliorer ensuite. C'est top. Donc, si je fais un résumé, la partie organisation, le script de la masterclass pour savoir quoi dire sans trop donner, et le fait de pouvoir tout planifier en amont, c'est ça? Ouais, exactement. Et pour la trame de masterclass, je dirais sans tout donner et en même temps en amenant des prises de conscience fortes aux personnes qui la suivent. Ouais, ça a pu t'aider par rapport à ce que tu faisais avant? Ouais, carrément. Parce que comme je te disais, j'ai des personnes qui hésitaient depuis très longtemps alors qu'elles en avaient extrêmement besoin et que moi derrière, je voyais que leur situation était en train de se dégrader de mois en mois. Et elles passaient pas à l'action alors qu'elles en avaient vraiment besoin et que là aujourd'hui elles sont ravies et qu'elles disent mais j'aurais dû commencer bien plus tôt. Et ça c'est par les prises de conscience qu'il y a eu pendant la masterclass. Alors il y a quelque chose qui me paraît super intéressant, c'est que quasiment toutes tes ventes sont faites sans appel de vente. Donc c'est hyper intéressant, sachant que surtout tu as une petite partie des ventes sur le programme, sur la formule à 1900. Et c'est vrai qu'on a la croyance, en tout cas même une validation, je dirais, qu'il faut un appel de vente au-delà de 1000 euros. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ça? Ouais, carrément. Avant, je vendais en appel de vente parce qu'effectivement, comme tu dis, c'est ce qu'on conseille. Et c'est ce que je conseille aussi au départ parce que ça permet toujours de mieux connaître son persona, les questions qu'ont les personnes, de voir comment, ce qu'on a peut-être expliqué que les personnes ont mal compris. Donc, c'est une bonne chose au début. Simplement, les appels de vente, à un moment, j'en pouvais plus. J'en avais marre. Et puis aussi parce que je suis partie en voyage à une période où je faisais des appels de vente, 1 mois, Grèce et Albanie. L'Albanie n'est pas en Europe. C'est pas le plus simple sur les connexions internet. Je voulais pas aussi m'embêter avec ça en voyage. Je suis partie au mois de mai, qui est habituellement mon plus gros mois. Et je dis, tant pis, c'est le test. Je teste d'enlever les appels de vente et on verra bien. Et ça a été mon plus gros mois de l'année, ce qui m'a permis de valider que oui, ça pouvait marcher sans appel de vente et que ça ne marchait pas moins bien. Même si j'ai eu quelques suées froides au début, puisque les 15 premiers jours, je n'ai rien vendu. Donc c'est comme ça que j'en suis venue à enlever les appels de vente. Je pense que c'est possible dans mon cas parce que il y a toute une séquence de bienvenue avec une vidéo de 15 minutes d'exercice que beaucoup de personnes font, pratiquent, donc ils voient aussi comment je travaille. Il y a une séquence de vente aussi derrière, et puis énormément de contenu, d'articles sur mon site internet, ce qui fait que les personnes ont beaucoup d'éléments,
avant de se décider, voir ma vision des choses, mon ton, la manière dont je travaille, qui permet aussi de vendre sans appel de vente. Et en tout cas, peut-être qu'aujourd'hui je vendrai plus avec des appels de vente, mais le rapport temps que j'y passerai en plus et vente que je fais en plus, j'ai estimé que ça valait pas la peine. Aujourd'hui, je gardais comme ça. J'ai quand même une petite possibilité pour les personnes, c'est de prendre un rendez-vous de 15 minutes téléphonique s'il leur reste des questions, et c'est caché tout en bas de la page de vente. J'ai pas beaucoup de personnes qui le prennent. Hein. Et comment ça s'est passé du coup la transition vers l'appel payant? Ouais, j'ai aussi un appel payant que je propose aujourd'hui, qui est un appel sur lequel je vais pas vendre. C'est-à-dire que les personnes vont m'expliquer leurs problèmes de genoux, je vais leur poser plein de questions, et de là, je vais leur donner un plan d'action de qu'est-ce qu'ils peuvent faire très concrètement. Et dans le très concrètement, des fois, je vais leur montrer des exercices, revoir avec eux des placements, des choses qu'ils n'arrivent pas à faire. On peut rentrer vraiment dans du concret. Donc pour moi, c'est un appel qui est payant, par contre, qui n'est pas la même chose qu'un appel de vente. Et quand les personnes prennent cet appel payant, à la fin, je leur propose, si moi j'estime que le programme pourrait les aider, je leur propose de leur rembourser ce qu'ils ont déjà payé pour l'appel payant, s'ils suivent le programme dans la première semaine. Et moi, ça m'aide beaucoup sur le démarrage du programme pour le suivi. Et puis les personnes, voilà, si je pense que ça, ils en ont vraiment besoin et que je leur propose à ce moment-là, ils savent qu'ils ont cet appel remboursé. Ok, c'est top. C'est vrai qu'on pense pas faire ça. Je vois souvent un appel payant chez des entrepreneurs avancés, dans le B2B en tout cas, beaucoup chez les créateurs LinkedIn, tout ça, genre le format Better Call, par exemple, Better Call Us avec Oussama Hamar. Et il y a plein du coup de plus petits créateurs qui ont repris ce format-là d'appel payant, mais c'est cool. Je pense que c'est top comme système parce que ça t'assure que quoi qu'il arrive, si les gens sont là, t'es payé. Même si ça arrête là, t'as été payé. C'est pas de la perte de temps, quoi. Ouais, c'est gagnant-gagnant pour eux aussi. Parce que c'est un appel sur lequel je présente pas mon programme, sauf s'ils me posent la question et dans les 5 minutes de fin, mais où j'essaye de rapporter un maximum de contenu. Donc c'est gagnant pour eux quoi qu'ils fassent en prenant cet appel payant, et c'est gagnant pour moi, comme tu dis, que je vende pas, que la personne ait besoin de mon programme ou pas. Moi aussi je suis payée pour le temps que j'ai passé. Et c'est un système qui me va vraiment bien et qui va bien aux personnes aussi. Après, pour être efficace sur 1 heure, j'ai mis en place des automatisations avec des questionnaires automatisés au départ. Ils reçoivent des réponses, je vois leurs résultats. Parce que c'est un appel qui, pour être efficace, devrait me prendre 1 heure et demie. Et que grâce à ça, j'ai réussi à condenser en 1 heure pour qu'ils aient la même valeur pendant l'appel, pour eux comme pour moi. Donc, Ok, c'est top. Très stylé. voilà, Ça sur les marche. appels de vente. Ça permet de pouvoir partir en voyage aussi parce que si on passe forcément par les appels de vente pour vendre, quand on part en voyage, on est quand même à minima obligé de faire les appels de vente. Et moi, ce que je fais à minima en voyage, c'est mon suivi client. Et je veux pouvoir avoir du chiffre d'affaires qui rentre. Si je pars 2 mois, 2 mois sans chiffre d'affaires, c'est pas top. Alors, grâce à ce système-là, je suspends les appels payants. Ils peuvent pas prendre d'appels payants pendant mon voyage. Ça repousse à ma reprise. Mais comme je vends par mes séquences, ça m'empêche pas d'avoir des clients qui arrivent. Très intéressant. Du coup, il y a une question qui me vient en tête parce que, imaginons que je veux faire ça, je veux partir au Mexique et ça, je réduis drastiquement le nombre de mes appels et que je vends en evergreen. Il y a quand même, par exemple, moi dans le bootcamp actuellement, j'ai quand même plusieurs lives, quasiment un live par semaine, de la correction à faire, etc. Est-ce que tu travailles quand même pendant que tu pars pour tes clients? Oui, alors je fais une différence vacances-voyage déjà. Vacances, ça veut dire que je travaille pas. Voyage, je travaille. Et la différence va se faire en grande partie sur la durée. Des fois, je pars 15 jours et 15 jours, je travaille pas, sauf un client qui aurait une urgence. Je vends des formations qui ressemblent un peu à tes bootcamps pour les entrepreneurs. Ça, j'en vends pas sur les périodes où je sais que je serai en voyage. Enfin, je ne délivre pas pendant que je suis en voyage. Parce que je trouve que c'est beaucoup de temps, d'énergie, et que ça, pour le coup, je peux choisir mes sessions quand je suis pas en voyage. Pour mes clients de Bouge tes genoux, ils sont là en accompagnement sur 1 année. Donc forcément, j'ai des clients pendant que je suis en voyage. J'ai juste un système différent pendant que je suis en voyage. J'ai un live collectif 1 fois toutes les 2 semaines actuellement. Quand je pars, je vais en garder maximum un par mois. Et l'autre, en fait, j'ai des partenaires qui vont les faire pour moi. Et c'est hyper intéressant puisque, par exemple, là, je pars bientôt à La Réunion, 3 semaines. C'est une naturopathe qui travaille avec moi régulièrement, qui intervient dans mon programme aussi, qui va animer le live pour moi. Donc pour mes clients, c'est chouette.
Et pour les personnes qui ont de l'accompagnement individuel, je les incite tous à prendre rendez-vous avec moi avant que je parte. Donc ils sont au courant à l'avance et j'ouvre un peu plus de créneaux. Puis pendant mon voyage, j'ai un système inversé, c'est-à-dire que les personnes, je leur dis si elles ont un problème, si elles ont besoin d'un rendez-vous avec moi, il n'y a pas de souci. Elles m'envoient un mail avec leurs questions, leur disponibilité, et c'est moi qui les appelle pendant leur disponibilité, en fonction de quand je trouve une connexion Internet, quand c'est possible pour moi. Ça fait plusieurs années que je fais ça maintenant. Au début, j'étais hyper stressée en me disant bon, les clients, les pauvres, c'est moi qui choisis de partir en voyage, c'est pas eux. Et en fait, ils m'ont tous dit au retour qu'ils n'ont pas vu la différence entre quand je suis en voyage ou pas. Et puis j'ai une alternante, des fois des stagiaires ou 2 alternants, et ça m'arrive d'avoir mon équipe aussi qui est présente. Donc ils savent aussi quand je pars en voyage, on a un autre mode de fonctionnement. Souvent ils me disent nous on voit pas la différence, ou ils me trouvent encore plus présente parce que j'en ai plus la préoccupation. Je vais faire dès que je vais avoir la connexion, je vais me dire est-ce que tout va bien, est-ce que tout est bon, etc. Et pour donner un ordre d'idée, en voyage, je travaille 1 à 2 heures par jour. En vacances, je travaille pas. En voyage, 1 à 2 heures par jour. Et de toute façon, ma fille a école, donc on faut faire l'école en voyage. Donc on a 1 ou 2 heures par jour d'école travail qu'on va faire. Okay. Sauf les jours de transport, les jours de galère où des fois ça saute. Soyons honnêtes. Ok, intéressant. Donc c'est pas à chaque fois c'est pas 100% des vacances. Ouais, quand je dis je pars 1 mois ou 2 mois, j'ai le suivi client. Par contre, je fais rien sur l'acquisition. Je fais rien pour vendre, mais ça m'empêche pas de vendre. Et des fois, je peux vendre plus en voyage que quand je suis là. Je vais pas rédiger d'articles. Je vais avoir programmé des newsletters à l'avance. J'ai pas rédigé de newsletter. Par contre, derrière, mon équipe bosse, donc je vais relire des documents s'ils ont besoin, et puis m'assurer que tout va bien pour mes clients, les appeler s'ils ont besoin, de répondre à leurs mails s'ils ont besoin. C'est ça que je vais faire pendant mon temps de travail. Et ça me gêne pas en fait de ce temps de travail-là, même je crois que j'aime bien. C'est 10 milliards de fois plus facile que faire l'école à un enfant qui a pas envie de travailler en vacances. Sincèrement, c'est mon mari qui s'en occupe et chapeau. Moi à côté, c'est facile la partie travail. Ok, c'est super intéressant. Je sais que mon audience est intéressée par ce genre de voyage aussi, où peut-être on n'est pas 100% en vacances, mais du coup on est quand même un peu en voyage. Donc c'est cool, merci beaucoup pour ton retour d'expérience. Ouais, avec plaisir. Et puis il y a cette souplesse-là aussi de dire une journée où j'ai vraiment pas envie de travailler parce que on passe un gros col, parce qu'on a du transport, parce que c'est galère, je peux ne pas travailler aussi ce jour-là sans que ça ait d'impact. Et surtout sans qu'il y ait de problème pour mes clients ou mon équipe. Alors d'habitude, je pose toujours une question signature à la fin de l'épisode. Ouais. Mais c'est plus avec des clients B2B. Tu fais partie des quelques seuls clients que j'ai eu sur le B2C, du coup, parce que toi, tu t'adresses à des particuliers. Si tu devais faire passer un message en 1 ou 2 minutes à un autre client qui est sur du B2C et qui a du mal, parce qu'en fait, bon, je donne un peu plus de contexte pourquoi je demande ça à Aline, parce qu'en fait, elle vend sur un sujet qui est aussi traité de manière plus institutionnelle par les kinés, par exemple. Et ça m'avait marqué quand tu me disais que du coup, tes clients comparaient ça à des séances de kiné à 50 €, donc difficile de vendre des formations de 300 à 1900 €. Donc imaginons que quelqu'un se trouve dans la même situation, qu'est-ce que tu pourrais leur dire que tu as appris récemment ou depuis que tu fais ça? Ouais, certainement plusieurs éléments. Un, c'est qu'on a 2 métiers. On a à la fois le métier de ce qu'on fait. Moi, je suis coach sportif spécialisé dans les genoux. C'est mon premier métier. Et puis, un deuxième métier qui est d'apprendre à vendre, d'apprendre un minimum sur la com, le marketing, tout ça, parce que on en a besoin. Tout simplement pour pouvoir bien vivre de notre activité et puis pour que des personnes deviennent clientes chez nous. Donc, c'est d'avoir cette prise de conscience qu'on a cette double casquette-là et de se former sur cette double casquette-là. Et deuxième élément qui est peut-être là aussi très bateau, très généraliste, c'est vraiment la connaissance de son persona en fait. Parce que quand on est vraiment au bon endroit où ce qu'on propose correspond vraiment à un problème important des personnes, qu'on leur amène des prises de conscience, qu'on leur amène à avoir des résultats importants, quand on a les bons mots pour leur en parler, quand les gens sont prêts à investir quel que soit le sujet. Donc tout est possible à condition d'avoir ces 2 gros éléments-là. Ouais, je crois que c'est ça le plus important. Ouais.
Donc ne pas rester dans sa zone de confort de l'expertise, enfin le métier quoi, et aller se former un peu plus à la vente et au marketing. Ouais, carrément. Et effectivement, selon la niche, cette vente et marketing, on va le mettre à sa sauce pour que ça corresponde à notre marché. Et là, on revient sur ce que je disais, connaître son persona très bien dans ses problèmes, à la fois en tant que nous spécialistes, donc là, moi en tant que coach spécialiste des douleurs au genou, mais aussi de connaître très bien sa cible pour amener la com, le marketing, la vente de la bonne manière par rapport à notre cible, tout simplement. Donc c'est vrai qu'on vend peut-être pas pareil à des personnes de 60, 80 ans qui ont des problèmes de santé, qu'on va vendre à des gens en B2B qui ont l'habitude de certains éléments dans le vocabulaire, dans la prise en main technique, dans le choix de nos outils, etc. On va pas le faire je pense pas le faire tout à fait de la même manière. Mais le fond reste le même, donc voilà. Exactement. C'est très clair. Merci beaucoup, Aline. Si on veut te retrouver, où est-ce qu'on peut te suivre? Parce que du coup, tu as aussi un accompagnement business. Oui. Donc pour les problèmes de genoux, c'est sur le site bougetesgenoux.com. Et puis comme c'est bien référencé, normalement, si on tape bouge tes genoux, on tombe dessus. Et pour les accompagnements entrepreneurs, ça s'appelle Le Phare des entrepreneurs. Je publie un tout petit peu sur LinkedIn, pas tellement en ce moment, donc sur mon profil LinkedIn ou sur le site internet lephardesentrepreneurs.com. Là par contre, je suis pas sûre qu'il soit bien référencé. Peut-être que... Bon, on vous mettra les liens en description. Ouais, avec plaisir. Bon bah c'est cool Aline, merci beaucoup, c'était un plaisir de te recevoir sur le podcast, surtout pour parler un peu plus de sujets différents comme le SEO et comment on peut vendre en evergreen grâce au SEO. Avec plaisir, merci beaucoup Kevin pour l'invitation et puis pour cette opportunité de parler de ces sujets-là que j'aime beaucoup. Après on se prend au jeu, le SEO c'est un jeu aussi derrière, quand on commence à mettre le doigt dedans, je sais que ça fait peur et peut-être en mot de conclusion c'est de dire de ne pas avoir peur, on peut commencer à prendre au fur et à mesure. Et derrière, c'est hyper intéressant à mettre en œuvre. Ouais, tout à fait. Si on veut sortir des réseaux sociaux ou avoir quelque chose de pérenne et pouvoir partir en vacances comme Aline 1 à 2 fois par an, tout un mois, faire le tour d'un pays en vélo. Ouais, carrément. Une liberté vraiment auquel je tiens et très chouette. Et ça, c'est trop bien. Bon, bah merci beaucoup Aline et je te dis à très bientôt. Ouais, merci beaucoup Kevin. Au revoir. Salut. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me le faire savoir et à le partager. Et surtout, lancez-vous.